Je m'appelle David Guilbeault, je suis haut fonctionnaire, j'ai fait l'ENA et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'illusion méritocratique. La suppression de l'ENA, c'est davantage un coup de communication qu'une vraie annonce, puisque déjà on ne sait pas la forme que va prendre cette suppression. Il est quand même très probable qu'on va finalement recréer une école qui sera au même endroit que l'ENA, dans les mêmes locaux que l'ENA, mais avec un nom différent, puisqu'on ne voit pas aujourd'hui quel serait le modèle alternatif à celui de l'ENA, c'est-à-dire une école du service public qui recrute ses élèves par concours pour former des administrateurs à la fois indépendants et ayant une compétence un peu transversale. Sachant que le projet originel de l'ENA, c'était précisément pour éviter l'existence de concours séparés pour tous les corps de la fonction publique, pour les diplomates, pour les préfets, pour tous les corps, et donc avec le risque à la fois de favoritisme dans chacun des concours, avec des gens qui se connaissent, qui se cooptent, et aussi le risque, si on recrée des concours multiples comme ça, finalement de nuire encore davantage à la méritocratie et à la possibilité pour les gens issus de milieux moins favorisés d'y accéder, parce que l'information sera plus difficile à trouver et que accéder à toutes les informations sur les critères de sélection, la meilleure manière de préparer les concours, etc., tout ça, ce sera beaucoup plus difficile. Donc a priori, le modèle de l'ENA reste le meilleur modèle dont on dispose aujourd'hui. Quand on parle de la suppression de l'ENA en évoquant l'insuffisante diversité sociale, le fait que des très jeunes hauts fonctionnaires se retrouvent dans des grands corps, etc., on mélange un peu tous les sujets. C'est-à-dire qu'à l'ENA, il y a 3 sujets. C'est le recrutement initial par le concours. Est-ce qu'on arrive à avoir des élèves de l'ENA dont la composition socio-économique reflète plus ou moins celle de la population? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la formation de l'ENA, vraiment le contenu qu'on donne aux futurs hauts fonctionnaires. Est-ce que cette formation est satisfaisante ou pas? Et le troisième sujet, ça va être le classement de sortie, la manière dont on affecte les élèves de l'ENA aux différentes places, aux différents corps offerts à l'issue de l'ENA. Et donc ces 3 sujets, il faut bien les distinguer, parce que finalement, si on prend la diversité sociale, le sujet du recrutement à l'ENA, il est lié à tout le reste du système scolaire. Il arrive en bout de chaîne après tout un long processus dans le cadre duquel, finalement, peu à peu, il y a des effets d'éviction vis-à-vis des jeunes issus des milieux les moins favorisés. Et donc, en fait, le fait que les enfants de cadres et de professions libérales soient surreprésentés à l'ENA par rapport à leur part dans la population, c'est pas du tout propre à l'ENA. On constate la même chose dans les écoles de commerce et dans tout l'enseignement supérieur. Plus on va loin en termes de niveau de diplôme, plus cette surreprésentation elle s'accroît. Donc en fait, l'ENA n'est pas le problème, et même à la rigueur, l'existence du concours d'entrée, il permet d'atténuer les logiques de sélection sociale qui existent par ailleurs, parce que malgré tout, le concours, ça reste un moyen objectif de sélectionner les élèves, et donc certains qui viennent de milieux défavorisés parviennent quand même à accéder à l'ENA en dépit de tous les filtres sociaux qui existent auparavant dans le système scolaire. Donc sur le recrutement, à mon avis, la solution, c'est pas de supprimer l'ENA, et si on supprime l'ENA en voulant améliorer la diversité sociale, on risque clairement de manquer l'objectif. Après, il y a la question de la formation, et ça, c'est une question qui est traitée depuis des années par de nombreuses personnes qui ont fait des propositions pour réformer l'ENA, pour améliorer la formation à l'ENA, puisque tout le monde voit bien qu'elle n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Alors il y a des choses qui se font, il y a déjà des réformes qui sont en cours, c'est très lent, c'est insuffisant, mais on ferait mieux de s'appuyer sur les propositions qui ont été émises par les uns et les autres pour réfléchir à comment on peut améliorer l'ENA, plutôt que d'emblée partir du principe qu'il faut la supprimer, parce que là on va directement à la conclusion sans avoir fait toute la démarche de réflexion en amont. Et le troisième sujet, et qui est lié au deuxième, c'est le classement de sortie, comment on affecte les élèves au poste ensuite, après l'ENA. Et aujourd'hui, l'existence du classement de sortie, donc c'est un classement unique qui arrive à la fin de l'ENA, où il y a une note qui liste tout, c'est une note sur 1000 points, qui condense toutes les notes de toutes les épreuves, donc à la fois les stages, les épreuves sur dossier, etc., pour faire une note unique qui classe les élèves. Ce mode de classement, il n'est pas satisfaisant aujourd'hui, puisque d'un côté, il encourage le bachotage des élèves, c'est-à-dire que tout au long de la scolarité, les élèves ils sont plutôt encouragés à faire des épreuves blanches, à s'entraîner pour essayer de grappiller le maximum de points et donc de ne pas perdre de terrain par rapport à leurs petits camarades, plutôt que prendre le temps de réfléchir sur le fond aux sujets qui sont importants, donc que ce soit les politiques du logement, les politiques sociales, les politiques d'asile, ou tous les sujets qui seraient au contraire très intéressants d'avoir les futurs hauts fonctionnaires, de les faire réfléchir dessus un peu longuement, avec des points de vue différents, et d'aller en profondeur. Donc ce classement de sortie, il faut y remédier, il faut changer le système d'affectation des énarques à l'issue de la scolarité. Et là, il y a déjà plein de propositions qui ont été faites, là encore, depuis des années. Donc ça va aussi bien de l'idée d'un classement de sortie qui interviendrait plus tôt dans la scolarité,
avec comme ça une deuxième partie de scolarité qui pourrait être consacrée à la vraie formation des élèves, avec des focus spécifiques selon le corps de sortie choisi par l'élève. Ça peut être aussi un classement qui serait différencié selon les compétences, donc différentes compétences bien identifiées à acquérir, et il y aurait un classement différencié sur les différentes compétences que ensuite les recruteurs des ministères prendraient en compte dans leurs avis sur les candidatures des élèves. Et il y avait une troisième idée qui était évoquée aussi, c'était pour améliorer finalement la répartition des meilleurs postes à l'issue de l'ENA entre les différents concours d'entrée à l'ENA, puisqu'aujourd'hui vous avez le concours externe, donc pour les jeunes issus de Sciences Po, d'HEC, de la fac, mais de fait c'est essentiellement des grandes écoles, le concours interne pour ceux qui étaient fonctionnaires et le troisième concours pour ceux qui viennent du privé. Et pour s'assurer qu'il y ait un brassage suffisant entre les différents postes de sortie, on pourrait prévoir finalement un quota pour chaque concours d'origine sur les différents corps de sortie, ce qui permettrait de remédier au fait qu'aujourd'hui, les élèves issus du concours externe, donc c'est les plus jeunes, ceux qui sortent de Sciences Po, d'HEC, sont de fait surreprésentés en haut du classement. Donc toutes ces pistes, elles existent depuis très longtemps. Ce qui est amusant, c'est que jusqu'à présent, quand elles étaient soumises à la direction de l'école, elles étaient plutôt balayées d'un revers de main, y compris par Nathalie Loiseau, qui a été directrice de l'école pendant 5 ans quand même, et qui, quand on lui proposait des propositions de réforme, préférait les évacuer. Il y avait un cas un peu, à mon sens, symptomatique, c'était le cas de Adeline Baldacchino qui avait publié il y a 5 ans aussi La ferme des énarques chez Michalon. Elle avait publié ça, dedans il y avait des propositions assez radicales pour transformer la scolarité, donc des choses assez constructives et qui valaient la peine d'être débattues. Et Nathalie Loiseau, quand on lui en a parlé, elle n'a pas traité le sujet sur le fond, elle a dit cette personne cherche à faire du buzz, c'est très courant après l'ENA, on publie un livre sur l'ENA, et je ne sais pas trop ce que cette personne a fait pour le service public. Donc à l'époque, il y avait vraiment une fin de non-recevoir qui était opposée à toutes ces propositions. Et par contre, aujourd'hui, vu qu'on commence à parler de suppression de l'ENA, alors là, tout le monde veut la réformer. Donc au moins, on peut espérer qu'en ayant bousculé le jeu de cette manière-là, on puisse arriver à une vraie réforme de l'école.